Pour compléter un petit peu ce qu'il racontait Hervé, que je remercie, c'est excellent, très bonne transition, on n'a pas d'overlapping, chevauchement. Et donc nous avons travaillé dans le cadre de Tara, justement, sur le rôle des virus sur la formation de la neige marine. Je vais vous parler de la neige marine. Et donc, on a publié en 2016 là-dessus, et ce qu'on a montré, que la lyse, quand le virus explose les cellules, le cytoplasme qui se déverse avec les organelles dans le milieu, ça augmente la capacité de glu et donc la formation de la neige marine. Statistiquement, les virus sont très souvent associés au transport vertical de la matière via la neige marine, parce que ça se glue très facilement ensemble, les petites particules, et ces agrégats-là ensuite deviennent plus lourds et sédimentent. Et j'étais assez surpris, mais c'était assez peu critiqué. Donc ça s'est passé. On était très heureux de la publication. Donc, on s'approche. Maintenant, tout va exploser. On voit la neige marine. C'est exactement la même chose. J'avais la chance de plonger dans les soucoupes, dans des submersibles scientifiques américains et français. Et je me suis pris pour Poséidon, à 1 km de profondeur. J'ai arrêté le submersible, on a mis les projecteurs devant, on a regardé, et ça neigeait. Et ça m'a rappelé les Alpes, quand on est allé avec ma femme et nos enfants skier, et quand il neigeait fort, des fois je ne voyais pas le bout de mes doigts. Donc c'était exactement le même sentiment. L'éclairage donc blanchit la neige marine, vous avez vu des flocs, avec une densité à 1 km de profondeur, ça descendait, c'était hallucinant. Après, on a arrêté, on a éteint la lumière, 5 minutes, on s'est habitué à l'ambiance noire, toujours à 1 km. Les petites variations de l'assiette des submersibles ont déclenché des feux d'artifice de la bioluminescence, qui est, les particules bioluminescentes font partie de la matière organique et donc de la neige marine, qui sont relâchées par des méduses et par d'autres organismes qui meurent, certaines je vais vous montrer. Et donc, avec un peu de vague, vous pouvez voir nager les poissons à 1 km de profondeur par la bioluminescence qui reste derrière. C'est magnifique. C'est dommage que ce n'est pas montré à tout le monde. Il a du mal, je suis navré, il était tout près déjà. L'ordinateur peine. En effet, il faudra expliquer à mes collègues qu'il faut un nouveau ordinateur. Vincent s'inquiète, il a peur qu'on ne lui laisse pas d'ordinateur. C'est bon, on est dans les temps. J'attends que tout le monde pour ne pas avoir de problème. Donc, merci d'être venu et je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque qui est très sympathique, qui est de très haut niveau et qui réunit les spécialistes, les passionnés et puis les curieux. Je pense que la curiosité est le moteur de l'humanité. Des fois boulimique, mais des fois très important. Donc, on va parler de la neige marine et la séquestration du CO2. Et donc, je répète que cette pauvre planète qui a 70% océan sur sa surface contient énormément de carbone, que ça quand même ralentit l'échauffement planétaire puisque ça assimile à peu près un quart ou un tiers de ce que nous émettons chaque instant, et que la biologie est très importante, et j'ai eu une confirmation encore aujourd'hui,
et que les changements des processus physiques, chimiques et biologiques, comme réchauffement, acidification, désoxygénation, mais bien sûr la biologie dont Gilles, par exemple, vient nous parler, peuvent entraîner des rétroactions climatiques, c'est-à-dire influencer le climat à leur tour. Donc les moteurs, très rapidement, je ne vais pas vous embêter avec la physique, puisque je ne la connais pas non plus, mais c'est des grands principes. Vous avez deux pompes principales, qui sont la pompe biologique et la pompe physique. La pompe physique est basée sur la dissolution du CO2 dans l'eau, parce que la concentration s'égalise, donc il y a une dissolution selon la température et selon d'autres paramètres, et cette dissolution et ensuite entraîner vers les profondeurs, surtout au niveau polaire, là où les eaux sont très froides, et vers les profondeurs, où ensuite il y a le courant qui les amène, le courant profond, à inséminer tous les bassins océaniques et remonter tout doucement à des endroits où il y a des remontées d'eau, et notamment dans les gyres, les 5 gyres océaniques. Donc ce mouvement-là est très lent. Quand le CO2 proche de la surface est subducté, ça veut dire enfoui dans les profondeurs et coule sur le fond océanique, ça peut prendre 500 ans ou un millénaire à faire le tour, et donc on appelle ça la séquestration de carbone. La pompe biologique utilise également le CO2 dissous, mais comme Hervé l'a dit, il utilise ça pour la photosynthèse, pour bâtir la vie de minéral, de bâtir les cellules végétales, et ces cellules végétales qu'on appelle en mer le phytoplancton, dans le cadre de mer ouverte, parce qu'il y a d'autres cellules végétales, et ensuite broutées par... les dimensions sont beaucoup plus petites que sur la Terre, mais à peu près c'est la même chose. Les brouteurs primaires qui sont unicellulaires, d'autres organismes unicellulaires qui mangent les brouteurs qui mangent les arbres, et ainsi, de voisin en voisin, on arrive jusqu'à l'homme via les grands prédateurs, les grands poissons. Donc, vous voyez un petit peu, et je vais vous donner un exemple qui est vraiment chouette et qui a sauté ici. Oui, il est là. Il est en tout cas sur mon ordinateur. Il est là. Alors, en 87, quand il y avait l'explosion de Tchernobyl, mon fils avait 2 ans, et j'ai regardé la télé où nos collègues nous ont expliqué que les nuages vont contourner la France. Et moi j'ai regardé les cartes météo et j'ai vu que ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce que j'ai dit, Catherine? Je n'ai pas dit Catherine fait la valise, on rentre à la maison, mais j'ai dit on va chercher du lait longue conservation, des surgelés longue conservation, parce qu'on aura un malheur. Le malheur est arrivé 3 jours après, il a plu, et les sangliers jusqu'à maintenant sont fluorescents. J'exagère un peu, mais en effet, il y avait une recrudescence des cancers de thyroïde et d'autres retombées de Tchernobyl. Ah, mais ce n'est pas de ça que je voulais parler. J'étais à l'époque à l'AIEA, donc j'ai travaillé avec les gens qui travaillent sur les radioéléments à Monaco. L'AIEA, c'est un organisme international dont le centre est à Vienne et qui suit les centrales nucléaires et les retombées nucléaires, etc. Et il y a un labo à Monaco, Scott Fowler, avec qui j'ai travaillé, a entrepris vérifier les radionucléides retombées de Tchernobyl, puisque ce sont des particules chimiques extrêmement actives et absorbent, ça veut dire se attachent à tout venu qui est dans l'environnement. Il saute dessus, se colle dessus. Et qu'est-ce qui est dans l'environnement? Le plus, c'est des petites particules microscopiques ou sous-microscopiques. Donc on s'est dit que ces radioéléments qui sont tombés par la pluie vont immédiatement absorber sur les petites particules, et ça va rester sur la surface parce que les petites particules ne sédimentent pas ou peu. Que nenni. 2 semaines après, il n'y a plus de radioactivité à la surface, tout est à 200 mètres. Et ça, c'est la chaîne alimentaire marine. Hein? Les petites particules sont agrégées par les brouteurs et deviennent neige marine ou deviennent caca pipi, etc. Alors, neige marine. Il faut savoir que la science est récente. Hein. Quand les élèves me demandent d'expliquer tout par la science, ce n'est pas possible. Parce que ce qu'on sait, c'est très récent.
Et encore, en mi-19e siècle, on pensait qu'il n'y a pas de vie en dessous de 500 mètres de profondeur. Il fallait une campagne en 1872 de Challenger et l'avènement du câble acier, parce qu'on n'arrivait pas à traîner avec du chanvre des filets profonds. Donc on se disait, ce qu'on ne voit pas, il y a une blague de Coluche que je ne vais pas vous raconter maintenant, mais ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Okay? Alors non, ça existe, pour nous, on est incapable de le voir. C'est toute la différence. Donc, il était équipé de treuils avec câble acier, il a pu descendre les filets jusqu'à 4000 mètres de profondeur, il a ramené plein de vie de partout. Donc, c'est que récemment qu'on sait que la vie est partout, y compris à 11 000 mètres de profondeur dans Tenerife de Mariana. Alors, c'est intéressant parce que l'intuition scientifique est quand même là. Le responsable scientifique sur ce bateau-là de Challenger a dit, mais comment ça se fait qu'il y a des animaux partout? Alors, il a avancé déjà, sans le savoir, le fait qu'il y a le pluie de détritus, puisqu'il y a beaucoup à la surface, comme ça doit tomber, et peut-être ça vit de ça. En partie, oui. Et donc, c'était William Beebe qui a, premier, par curiosité, notamment bâti le bâtisphère, qui a descendu, je pense, à 200 ou 300 mètres de profondeur. Il a pu observer ce qu'on observe. C'est cette pluie, c'est cette neige qui tombe incessamment, sans aucun répit, de la surface vers les profondeurs. Puisque la production à la surface est continue. Donc, le broutage continue, donc l'agglomération des particules continue, ça tombe en continu, donc vous avez une neige dans la mer. Et donc, avec ça, on a commencé à traiter sérieusement ce qui est la neige marine. Il y a d'autres moyens de transférer les particules ou le carbone dissous dans les profondeurs des océans, et c'est par exemple, le courant liguro-provençal, donc on appelle ça maintenant le courant du Nord, qui coule depuis l'Italie jusqu'à sud d'Espagne, au large également de Languedoc-Roussillon. Et nous avons beaucoup travaillé là-dessus, il y avait un grand projet qui s'appelait Fronta dans les années 80. Alors imaginez que là, c'est le courant qui coule vers vous. Okay? Vous voyez là le lit du courant, qui est un courant océanique, donc il ne va pas être stable, mais il bouge, mais c'est un courant qui transporte beaucoup d'eau vers vous. Sur son flanc gauche, il crée une turbulence, une convection, une cellule verticale de recirculation, et cette cellule-là va entraîner, le long des isolignes inclinées, la matière qui est à la surface vers les profondeurs, des fois 100, 200, au large de Villefranche, c'est jusqu'à 350 mètres de profondeur, parce que le courant est fort là-bas. Donc, il y a ces courants géostrophiques qui coulent le long des côtes des continents, il y en a partout. Donc, il y a un transfert le long les courants vers les profondeurs de la matière. Hier, on a vu des superbes images démontrant que l'océan, les bassins océaniques ou les grandes étendues d'eau sont parsemés des tourbillons. Il n'y a pas l'eau calme ou quelque chose comme ça qui flottille. Il y a toujours des tourbillons, toujours des courants, toujours des jets. Et donc, la mer n'est pas un fleuve tranquille. Et donc, nous avons travaillé sur un tourbillon au large de l'Australie. On l'a traversé, on a fait des prélevés échantillonnés. Et d'où sortit le papier qui m'a fait beaucoup plaisir, qui décrit les tourbillons comme un verre à vin. Au milieu, les particules, je parle toujours de la neige vanille, les particules sont rassemblées et on a modélisé la chose et sont ensuite concentrées au centre et renvoyées vers les grandes profondeurs au centre. Donc, vous pouvez imaginer les tourbillons, c'est finalement des filaments de particules à peu près selon 100 km de tourbillon, 1-2 km de particules qui vont balayer les fonds. Et si les routes sont très régulières, alors on pourra voir, on a vu dans certains cas, la fonte benthique, la fonte des fonds des océans, qui est plus riche là, moins riche là où ce n'est pas balayé. Donc, c'était notre façon de transférer la matière. Une troisième, par exemple, c'est des grands courants. Le courant équatorial, Atlantique ou Pacifique. Il coule de l'est en ouest à la surface.
l'ouest à l'est sous la surface et c'est contraint par des courants de deux côtés. Donc les particules qui sédimentent sont contraintes et vous voyez une forte sédimentation sous le courant équatorial pacifico-atlantique, tellement forte, c'est jusqu'à 4000 mètres, hein, qu'on a appelé ça le mur de la neige marine. Et ça a sorti dans un des papiers Nature récemment, en 2017. Donc, tout ça, on a fait avec un appareil dont je vous dirai que deux mots, mais avant, je parlerai d'autres choses, et notamment du mésopélagique, que Hervé a mentionné. Ici, on parle de 200 à 1000 mètres de profondeur. Alors, quand on attrape cette neige marine avec les trappes à sédiments, par exemple, c'est un grand entonnoir qui concentre tout ce qui tombe dedans, vous verrez tout de suite, on a une masse. Donc on dit X kilos par mètre carré sur 1000 mètres par jour. Après, on traîne les filets, on prélève le vivant, y compris les bactéries, on pèse, et on fait X kilos par masse d'eau, je ne sais pas. Quand on compare les deux, le budget ne va pas. Il y a beaucoup moins à manger que vivant dans cette zone-là. Le budget n'est pas balancé. Et ça a posé un problème depuis des années 2000. Donc, il y a un papier qui vient de sortir en avril qui disait, oui, il faut rajouter la migration verticale au plancton, il faut rajouter la diapause du zooplancton sur les pôles. Dans les zones notamment arctiques qui sont couvertes par la glace, une grande partie de l'année, les petits crustacés, c'est les fourmis de la mer, se gavent du phytoplancton pendant l'été. Ils le stockent sous forme de gouttes de lipides, de gras. Ensuite, quand l'hiver arrive, la nuit polaire, descendent dans les profondeurs, ils dorment là-bas, hibernation, et pour ne pas mourir, le métabolisme est ralenti. Pour ne pas mourir, il utilise ces lipides lentement. Et qu'est-ce qui se passe? Ça relâche avec les sécrétions du carbone qu'ils ont ramené de là-bas, stocké et relâché en profondeur. Personnellement, c'est une revue qui est parue donc en avril dans Nature. J'aime pas du tout. Ce papier, à mon avis, il est incomplet. Il est focalisé un petit peu sur l'intérêt des auteurs. Alors, il y a quand même la migration verticale. Il faut que vous sachiez tout ça. Là, c'est une mandala de Christian Sardet sur la base, sur la pyramide, même si ce n'est pas pyramide. Ici, vous voyez le phytoplancton, le petit plancton, les unicellulaires qui les mangent, les unicellulaires qui mangent le phyto et les unicellulaires ensemble, les pluricellulaires qui mangent toutes ces unicellulaires, ceux qui mangent tout le reste, le méga et grand plancton, c'est toujours plancton, des méduses, tout ça, des grands prédateurs. Ensuite vient des poissons, et à la fin de la chaîne, c'est nous. J'étais d'ailleurs à Banous dans des très bons restaurants en poisson. Donc, vue d'artiste de tout ce petit monde qui va remonter la nuit jusqu'à la surface et au tomber de la nuit va descendre entre 400 et 1000 mètres de profondeur. Ces petites crevettes, et donc je les ai observées, nager comme des malades tous les jours. C'est la plus grande transhumance du vivant sur la planète. Tous les jours, des millions et des millions de tonnes d'organismes de différentes tailles, de différents sexes, de différentes couleurs de cheveux montent à la surface de 1000 mètres. Un organisme qui fait 1 cm, il cavale 1000 mètres en haut, 1000 mètres en bas, et reprend la respiration et reprend 1000 mètres en haut. Et pourquoi cela? C'est pour manger. Parce que, mais c'est encore, peut-être ça va changer, c'est une explication humaine. Nous ferions comme ça. Donc, pour éviter les prédateurs visuels qui les voient, ils se cachent dans le noir. Mais dans le noir, il y a très peu à manger. Donc la nuit, il faut monter en haut et se gaver. Et se gaver, il n'y a pas d'effet de satiation. Et d'ailleurs, chez nous, il y a des répercussions, en tout cas au niveau cerveau de ça. La nature n'a pas prévu l'effet de satiation parce qu'on ne sait jamais ce qu'on aura en lendemain. Okay? Et quand il y a beaucoup de lune, ça empêche de monter jusqu'à la surface. Parce que la lumière de la lune permet de voir les silhouettes. Et donc, ils sont mangés. Okay? Donc, tout ça, ça intervient. Par contre, quand il y a un nuage, ça.
Alors j'y étais aussi, j'étais dans la nuit, parce que malheureusement maintenant, on ne peut pas travailler la nuit parce que ça ne se fait pas, c'est des heures de bureau, et donc on ne peut pas avoir des bateaux, sauf des bateaux privés, pour aller travailler la nuit, là où tout se passe. C'est la nuit que la nature vit véritablement, parce que la transformation de la photosynthèse se fait la nuit. Et donc moi j'étais comme ça, dans l'eau, en plein milieu de la mer, et je regardais ce qui se passe. Il faut aller, je vous conseille, en pleine mer, quand il n'y a pas de lune. Les crustacés et les poissons, des fois, montent par rapport à la saturation lumineuse. Quand il n'y a pas de lumière, ça monte jusqu'à ce qu'il y a une certaine quantité, il reste. Quand il n'y a pas de lune et que la nuit est noire, les crustacés sautent hors de l'eau. Vous voyez frétiller l'eau. Ils sautent parce qu'ils veulent aller l'eau. Ils sautent hors de l'eau. La mer est boursouflée. C'est les coches de méduses. La mer, le jour trois-dimensionnel, imagine un cube. La nuit, le cube s'aplatit, le fond remonte, devient deux-dimensionnel. Tout s'entrechoque, tout s'entremanche, les nuits noires dans la mer. C'est horrible. Être un copépode, avec toutes les tentacules de méduses, avec toutes les bouches pleines de dents prêtes à vous déchirer, je vous dis, j'avais des cauchemars où j'ai rêvé que j'étais à la surface copépode pendant la migration verticale dans la Méditerranée. Terrible, terrible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas rentrer dans la scatologie trop, mais c'est partie de la nature, n'est-ce pas? Alors, quand tout le monde remonte, tout le monde mange, tout le monde fait ses besoins, ok? Là, vous voyez le copépode, pelote fécale, là, vous voyez une baleine. Alors, les baleines font aussi leurs besoins sous le thermocline, et actuellement, on a comptabilisé à peu près 1 million de baleines, et on commence à parler de la pompe à carbone des baleines, ok? Parce que leur migration, c'est très intéressant. Regardez la quantité qu'ils en font. Ok, alors avec l'acoustique, on peut très bien visualiser tout ça. Voilà la nuit, hein, il y a beaucoup. Le jour, il descend, la nuit, il remonte. Il y a différents bassins, et certains descendent beaucoup plus profond, certains descendent un peu moins. Et vous voyez qu'il y a quand même ceux qui sont paresseux et qui ne veulent pas bouger. Et pourquoi ils ne veulent pas bouger? Parce que, par exemple, ce poisson-là, il attend que la nourriture lui vienne dans la bouche. Il est là et il prélève ceux qui migrent laborieusement à leur retour, Et puis, il est là, il mange ou bien les crustacés ou bien la neige marine, mais il peut vraiment ouvrir fort la bouche et puis il est très vorace. Ces cyclotonnées, ces poissons, ce sont les vertébrés les plus nombreuses au niveau de nombre vertébrés marines sur Terre. Il y a une quantité, en Méditerranée, il y a deux espèces, une qui est à peu près entre 500 et 600 mètres, l'autre à peu près à 800 mètres, 700-800 mètres. Et il y en a deux qui nourrissent les baleines, qui nourrissent tous les sèches et compagnie. C'est une biomasse absolument hallucinante. Elle reste là, tranquille. Heureusement, l'homme, puisque c'est noir là-bas, l'homme ne va pas les chercher. Dès qu'ils ont découvert qu'ils peuvent nourrir les poulets avec, ben, c'est foutu pour eux. Alors là, j'ai voulu vous montrer ce que c'est la nuit. Voilà. Là, c'est Nouvelle-Guinée. Bien sûr, j'ai cherché des belles images pour vous. Mais c'est à peu près ça quand vous êtes à la surface dans la nuit noire, avec tous ces organismes qui montent là je montre le plancton qui vient manger les crustacés à la surface. Ok, et là c'est des sables, les chaînes des sables. Une autre chose dont on n'a pas parlé encore cette session, ou pas beaucoup, c'est la désoxygénation. Donc la désoxygénation peut changer totalement la distribution de la chaîne alimentaire. En bleu, vous voyez maintenant les zones qui sont fortement désoxygénées. Et donc, je lis avec vous, comme ça entre dans ma tête. Les zones de minimum d'oxygène se sont étendues de plusieurs millions de kilomètres carrés et des centaines de sites côtiers en rouge, là, ont maintenant des concentrations d'oxygène suffisamment basses
pour limiter la répartition et l'abondance des populations animales. Et vous voyez là que, et c'est le cas par exemple en face de Mexique, mon copain travaille là-bas, et maintenant l'écosystème de surface est contraint sur 100 mètres de profondeur à la place de 200 qu'il y avait avant, et la profondeur exploitée. Il y a quasiment zéro oxygène entre 100 et 700 mètres. C'est hallucinant. Et donc il y a les sèches peuvent s'habituer, et certains organismes passent, mais la biodiversité a collapsé dans ces zones-là. L'augmentation de la température diminue la solubilité de l'oxygène dans l'eau, augmente la consommation d'oxygène via un besoin métabolique, et réduit par stratification la mélange vertical en augmentant la stratification. Voilà. Donc tout ceci est dû à soit échauffement, soit directement à contribution humaine par des récivages des sols agricoles, etc. Donc on peut en discuter. Là, je vais me rattacher à ce qu'il a dit Hervé. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, j'ai lu un papier qui vient de sortir le 1er juillet là, et qui dit qu'à peu près au milieu du Jurassique, il y a 170 millions d'années, les organismes à sécrétion calcaire, ça veut dire ce qu'il a dit les coccolithophores, ces petites algues dont le diamètre c'est 5 millième de millimètre, et des petites coquilles, tout ça, ils ont été très réussis. Ils ont colonisé, ils ont augmenté en nombre de terres, tellement que leur sédimentation, ici vous voyez deux satellites et une efflorescence, et je reviens vers Douvres ou Etretat ici, leur sédimentation a permis de stabiliser la chimie des océans. Avant, de la chimie, acidification et réchauffement changeaient et causaient des catastrophes au niveau de la biodiversité. Là, depuis 170 millions d'années, les organismes calcaires ont stabilisé par leur dépôt et dissolution ou augmentation de la calcification la chimie, ce qui a permis la diversification des espèces. Et en effet, quand j'ai regardé la publication, c'est des paléontologistes et des géologues, etc., on voyait qu'il y avait une diminution entre les périodes, on peut dire aragonite, c'est notre organisme, notre calcification aragonite et calcite, et augmentation de la biodiversité à partir de là. Donc là, vous voyez comment la biologie, au niveau géologique, peut changer la vie dans les océans, et c'est très important de le tenir devant les yeux. Là, vous voyez des squelettes, des petits squelettes, des unicellulaires, des foraminifères, qui sont des animaux qui peuvent vivre en symbiose avec des algues ou manger des algues, et donc leur squelette également contribuait à ce changement et au dépôt très forte océanique. Tellement forte qu'ils ont, c'est des nummulites, vous voyez, des petits squelettes des foraminifères, et on a bâti à partir de roches qu'ils formaient les pyramides, ou les millioles, on a bâti la cathédrale Notre-Dame, qui a brûlé, mais pas les sédiments, les murs. Ils sont sous. Alors, comment est-ce que, véritablement, ça se fait? Comment une petite particule devient une grande, qui ensuite sédimente et qui devient neige marine utile. Alors, vous voyez, c'est cet animal-là, qui s'appelle un appendiculaire, qui crée, l'animal est là, autour de lui il y a une logette, cette logette-là avec des différents filtres est abandonnée. Ceux-là, c'est à peu près 1 cm en taille, entre 1,5 et 1 cm. Hein. Il y a plus grand, mais c'est plus cher. Et donc, vous voyez ici une particule de neige marine. Ça, c'est l'appendiculaire, avec plein de matière à l'intérieur. Quelle matière? Eh bien, il a un réseau de filtres avec lesquels... Où est l'autre? Je suis à l'envers. Voilà. Avec lesquels il filtre les petites particules, il les absorbe. Là-bas, ce que vous considérez comme la tête contient tous les organes. Et donc, à l'intérieur, il a l'ésophage avec encore un lait où il ensuite agrège tout ça dans l'estomac et il sort tout ça sous forme de pelote fécale. Par exemple, ça c'est une pelote fécale d'appendiculaire.
Ces pelotes fécales sédimentent à la vitesse de 50 à 200 mètres par jour, tandis que les particules qui sont là d'ordre de 5 microns ne sédimentent quasiment pas, ou bien maximum 1 mètre par jour, et avec un peu de turbulence sont remontés. Donc vous voyez tout ça qui descend là dans les différents bassins océaniques, différents endroits, différentes compositions, parce que l'écosystème est structuré différemment. Les trappes à sédiments qui attrapent tout ça, mal, mais c'est ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Vous voyez ici le P5 qu'on utilise beaucoup en France. On les met, c'est des grands entonnoirs avec différents flacons qui tournent automatiques. On les met à différentes profondeurs, on les accroche et après on vient les chercher après un certain temps, des fois 1 an, et on peut analyser les sédiments. D'autres sont flottantes, etc. Nous avons développé à Villefranche un système qui s'appelle le profileur vision marin, qui, avec l'imagerie, permet de visualiser individuellement, dans ces volumes donnés, les particules, y compris la neige marine. À partir de là, on a développé un système avec nos consoeurs de Bagnos et Roscoff d'intelligence artificielle qui permet donc d'analyser chaque image, et on a constitué une banque accessible pour tous, qui comporte énormément de campagnes, puisque après 20 ans de travail et compétition acharnée, on a réussi à installer cet appareil comme principal internationalement. Une société s'est bâtie qui l'a produit ici pas loin, près de Toulouse, et nous pouvons ainsi avoir une base de données cohérente des macroparticules du monde entier, et utiliser ça de façon récurrente et bien. C'est avec ces appareils-là que vous avez vu des différentes approches de sédimentation. Ici, vous voyez le résultat de Tara de 0 à 500 mètres, la distribution de la matière organique. On compare aux trappes à sédiments. Nous voyons plus que les trappes à sédiments parce qu'ils perdent, mais c'est tout à fait cohérent. Les tendances sont identiques et il y a une corrélation entre les deux très forte. Donc, tout le monde est content, y compris nos concurrents. Par contre, on voit beaucoup plus que les autres, et c'est là, je dis, où je ne suis pas content avec cette revue. On a publié en 2016 dans Nature cette observation faite par le profileur Vision Marin sur les colodèles. Ce sont des petits unicellulaires qui ont une squelette siliceuse avec du strontium, et qui sont très très nombreux dans l'eau, mais très difficiles à prélever parce que très fragiles. Et on ne savait pas qu'entre 30 nord et 30 sud, sur tout le Pacifique, leur importance au niveau carbone, quantité de carbone, est identique de tous les zooplanctons de la même taille, donc mésozooplanctons dans les océans. C'est énorme, ça veut dire qu'on a fait une erreur de 50%. Ok, c'est simple. Et ça, pour ça, il faut des systèmes qui sont, pour moi, optiques, mélangés, mais surtout qui ne dérangent pas le milieu. Nous, on ne dérange pas les particules, on les filme, on les photographie à haute résolution, ils restent vivants, ils se comportent naturellement, et nous, on n'est que passé. Et là, le développement est, ces dernières images, on va rajouter notre système sur des planeurs sous-marins. Donc on aura une vision synoptique de l'océan avec les flotteurs profileurs, et tout ça, ça va être centralisé avec l'université de Paris 6, maintenant Sorbonne, par nos laboratoires. Dernière chose, des collègues d'Allemagne, ils ont développé une chose très intéressante qui est très complémentaire, parce que pas quantitative mais qualitative. Avec un petit trappe à sédiments, un petit peu rudimentaire, ils l'ont configuré de telle façon que la densité augmente. Ils ont simplement rajouté ici un peu de sel, ici un peu plus et un peu plus. Comme ça, les particules ne peuvent pas remonter, mais descendent avec la densité. Et à une boîte pétrie avec du cryogel au bout, les particules tombent dedans et se figent, restent vivantes, immobiles. On enlève la boîte pétrie, et puis ensuite on peut tout faire, on peut les marquer, on peut les incuber, on peut tout faire, et ensuite on peut, avec cryogénie, on peut les couper en petits morceaux, et on peut les faire en 3 dimensions. Et en 3 dimensions, alors,
encore une fois, c'est à l'envers. 3 dimensions. Ok. Alors là, c'est déjà marqué au tapis. Vous voyez des colonies en rouge de bactéries, d'autres colonies comme on veut en marque, et on voit l'écosystème. On voit l'écosystème qui est sur. Bien. Tout est. C'était de toute façon, j'allais que faire un Renault à vous rajouter. C'est bizarre qu'il a sauté comme ça. Ton axe est éteint ou... Non, il est vivant, mais bien. Donc, en tout cas, on est à peu près dans les temps. Donc, ce que j'ai voulu dire au final, c'est que quand on compare le nombre de publications et le savoir sur la Lune et sur la mer profonde, on sait à peu près 2 fois plus sur la Lune que sur la mer profonde. Pourquoi? C'est la technologie également, et surtout, c'est que chaque 10 mètres, vous avez un bar de plus. C'est très difficile de faire comme il a fait Cameron, qui est descendu avec son scaphandre à 11 mm. On ne peut pas faire ça de façon, en tout cas scientifiquement, de façon récurrente et synoptique. Donc on était jusqu'à maintenant bridé par la technologie, on est en train de lever ce verrou. Et donc, on saura beaucoup plus. Le problème est quand on enlève ce verrou, les industriels s'emparent immédiatement de ces connaissances ou de cette technologie. Et on sait qu'aller détruire l'océan profond, c'est quasiment détruire l'océan. Parce que sans la vie benthique, sans la vie, sans la régénération, sans la réminéralisation, sans l'activité biologique profonde, ça va rejaillir sur la surface et tout va périr. C'est pas moi qui dis, je le cite. Pour citer Fernand Renaud, il a dit un jour, j'ai adouci cette parole, l'océan est dégueulasse parce que les poissons pissent dedans. Donc il a dit que... Mais non, tout ça, c'est un cycle de jouvence, de régénération. Au contraire, c'est ce cycle-là qui bâtit, qui décompose, détruit et qui régénère, qui est absolument magnifique. Et quand on comprend comment ça marche, ça nous remplit d'optimisme pour l'avenir. Et je voudrais finir par, comme dit Gilles, sur une note un peu noire pour lancer le débat, que pour moi, la solution de tous ces problèmes écologiques est tout à fait simple. L'humanité a toujours fait. Une bonne guerre, on détruit tout et on recommence tout. Simplement, est-ce qu'on pourra recommencer? Je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. Alors, oui, est-ce que quelqu'un veut réagir sur la bonne guerre? Même si dans l'idée de la bonne guerre, il y a l'idée de la population humaine. Oui. Et effectivement, dans notre empreinte carbone, il y a... Évidemment, si on est tous américains, là, ça ne va pas le faire. Si on vit tous comme des, je ne sais pas, somaliens, ça va déjà aller un peu mieux, mais bon, je ne sais pas si c'est tellement ce qu'on a envie de faire. Le nombre brut d'êtres humains sur Terre est effectivement une question. Ça, c'est certain. Mais bon, on peut peut-être éviter la bonne guerre. Moi, j'ai une question pour lancer la discussion. Donc, tu as dit, il y a la pompe physique et la pompe biologique. Dans le problème, dans le fait que l'océan, je suis un pauvre biologiste et j'y connais rien, tout ça. Dans le fait que l'océan pompe du carbone, il y a un effet induit qui est l'acidification. Je comprends que c'est surtout la pompe physique qui est responsable de l'acidification. C'est juste ça? C'est juste, puisque c'est 90% de carbone qui rentre dans l'océan et solubilisé dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y aurait un moyen non science-fictionnesque et sans trop d'effets secondaires pour stimuler intelligemment la pompe à carbone biologique, c'est-à-dire autrement qu'en mettant du fer ou des antiviraux dans l'océan? Je pense qu'il faut laisser la nature à la nature. Je pense que j'ai suivi de près les essais avec le fer et moitié des expériences avaient l'effet inverse. Ça veut dire dégager plus de carbone que devait transmettre vers le fond, tout simplement
parce que les populations du plancton sur place étaient rémunérisateurs et pas transmetteurs. Il n'y avait pas ces appendiculaires, mais il y avait des micro-organismes qui consommaient les algues sur place, qui décomposaient sur place, et la respiration et la décomposition, c'est reparti vers la fosse. Donc, c'est joué au charlatan, mais peut-être je suis vieux, je pense que tant que on se reproduit comme des lapins, que on fait absolument, on n'a absolument aucune vision à plus longtemps que demain. Au niveau individuel, au niveau société, c'est très difficile. Et de l'autre côté, les Indiens. Mais ils n'ont rien à manger, les pauvres. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu veux que je pense dans 20 ans? C'est aujourd'hui que je vais mourir de faim. Pour moi, c'est difficilement compatible tout ça. Question, réaction? Oui. Oui, on a vu une carte dans votre exposé où on voyait des mers et des océans appauvris en oxygène, voire même il n'y en avait pas, si j'ai bien compris, sur une bonne épaisseur. Est-ce que c'est lié à l'activité humaine ou est-ce que c'est lié à autre chose? Tout d'abord, c'est lié à l'augmentation de la température qui diminue la solubilité d'oxygène. Donc, il y a un débulage, mais ça rend beaucoup moins. Plus l'eau est froide, plus elle absorbe de l'oxygène. D'autre part, c'est en effet, c'est l'effet de la décomposition bactérienne de la matière organique. Les bactéries aérobiques utilisent l'oxygène pour la décomposition. Quand il y a beaucoup de matière organique, mais il y a beaucoup de bactéries, il y a beaucoup de décomposition et la mer devient anoxique. Quand est-ce qu'il y a beaucoup de matière organique? Quand il y a beaucoup de nutriments, nitrates, phosphates, silicates, etc. Quand est-ce qu'il y a beaucoup de nutriments? Et quand on met beaucoup dans les champs et qu'il y a un lessivage, et vous voyez des endroits, c'est eutrophication, où la chimie, moi j'ai très peur de la chimie, la chimie humaine a fait que, Hervé il a montré la photo avec Sydney, mais ça se fait maintenant sur des grandes distances, il est mort. Grande distance parce qu'il y a des courants, il y a le vent, etc. Donc, moi, je suis plus optimiste pour le plastique que pour la chimie. Les pesticides, fongicides, antibiotiques, les pharmacopées, on n'arrive pas à maîtriser cela, ni contrôler ça, et c'est beaucoup plus facile de mettre ça dans l'eau. Les plastiques, on pourra juguler, tandis que la chimie, ce serait difficile. Au passage, ne pensez pas une seconde que les zones sans oxygène sont loin. Hein. Les Malais dans les étangs, hop, et là c'est tout le temps ça. Voilà, excusez-moi. Les Malais dans les étangs, c'est des zones sans oxygène. Et dans l'Adriatique, il y a déjà en Méditerranée des zones sans oxygène. Vous m'avez entendu, enfin, les Malais dans les étangs, c'est ça. Et dans l'Adriatique, il y a des zones sans oxygène. C'est pas la peine d'aller très très loin. Hélas. Dans l'anoxique, il y a de la vie aussi. La vie anoxique, ça existe. L'œuf pourri, c'est plein de bactéries qui sont anoxiques. Mais nous avons, dans le cadre de Tara, fait l'étude de la neige marine dans les zones anoxiques de l'océan Indien. Et on a vu qu'il n'y a pas de reminéralisation, ça veut dire qu'il n'y a pas de décomposition, ça passe sans changer. Donc quelque part, l'anoxie a l'effet bénéfique à l'absorption du carbone atmosphérique. C'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais la présence des rhizoïdes, là, de ce que vous avez appelé, qui était très abondant et équivalent à la biomasse du mésoplancton, est-ce que ça remet en question l'oligotrophie des zones équatoriales ou des océans? Non. Ça reste oligotrophique, ça remet en question le budget que l'homme fait de quantité de réservoirs de carbone dans ces zones-là. C'est l'erreur humaine. La nature ne fait pas d'erreur. Donc,
En effet, et c'est là où réside une partie de mon optimisme, que je pense qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui nous attendent aussi en continuant la séance. D'autres questions? Non?